Ma femme m'a trompé avec mon frère, et mes parents les ont défendus. Je suis parti sans rien, j'ai bâti un empire, et je ne suis revenu que pour les expulser, alors qu'ils me suppliaient de lui donner mon rein. Ma famille m'a dit de prendre sur moi et de pardonner à mon jeune frère d'avoir mis ma femme enceinte. Alors, j'ai disparu. J'ai bâti un empire commercial et, secrètement, j'ai racheté la totalité de leurs dettes, pour ne revenir que 6 ans plus tard, non pas pour donner le rein dont ils avaient désespérément besoin, mais pour remettre à mes parents leurs avis de saisie immobilière. J'étais marié à Chloé depuis 4 ans lorsque les fondations mêmes de ma réalité se sont complètement effondrées. 4 ans de ce que je croyais sincèrement être une relation magnifique, stable et profondément aimante. Nous avions la vie de banlieue classique, dans un quartier agréable juste à l'extérieur de Détroit. 4 ans de dîners dominicaux chez mes parents, à se passer le rôti et à prétendre que nous étions la parfaite famille américaine. 4 ans où mon jeune frère, Julien, s'écrasait sur le canapé coûteux de notre salon chaque fois qu'il avait besoin d'argent, de conseils de carrière, ou qu'il voulait simplement passer du temps et boire ma bière. J'avais 32 ans à l'époque, et j'occupais un poste très stressant mais très gratifiant dans le conseil en immobilier commercial. Je faisais de longues heures, je voyageais fréquemment, et je consacrais chaque once de mon énergie à construire un filet de sécurité financière pour la famille que Chloé et moi essayions désespérément de fonder. Il s'est avéré que j'étais la seule personne dans cette maison à penser que notre vie était réelle. Je n'étais pas censé être à la maison ce jeudi après-midi pluvieux. J'avais une visite de chantier de plusieurs jours à Chicago qui devait me tenir hors de l'état jusqu'au dimanche, mais l'ingénieur en chef a été frappé par une grave intoxication alimentaire, et tout le projet a été reporté à la semaine suivante. J'ai pris un vol plus tôt pour rentrer, épuisé mais excité. Je me suis dit que j'allais surprendre Chloé, peut-être l'emmener dans ce restaurant italien chic du centre-ville qu'elle adorait, et que nous pourrions passer une soirée calme et romantique. J'ai franchi la porte d'entrée, j'ai laissé tomber ma valise dans le hall et j'ai appelé son nom. La maison était d'un silence de mort. Je suis monté à l'étage, dans notre salle de bain principale, pour me laver le visage, et c'est là que je l'ai vu. Il n'était pas caché sous des mouchoirs froissés. Il n'était pas enveloppé dans du papier toilette ou poussé au fond du bac. Il était simplement posé là, en parfait équilibre au-dessus de la poubelle de la salle de bain, me fixant comme un pistolet chargé. Un test de grossesse. 2 lignes roses, solides et indéniables. Positif. Pendant une fraction de seconde, mon cœur est monté dans ma gorge. Chloé et moi essayions de concevoir depuis 10 mois d'une agonie insupportable. Nous avions dépensé des milliers d'euros en moniteurs d'ovulation, en régime spécialisé et en consultation de fertilité. Je me souviens très bien d'être assis dans le cabinet médical stérile et vivement éclairé, à peine 3 semaines plus tôt. Le spécialiste avait examiné mes dossiers et confirmé que mon nombre de spermatozoïdes était parfaitement normal, et que le cycle d'ovulation de Chloé était régulier. Il nous avait dit de continuer à essayer, de rester détendu et de laisser la nature suivre son cours. Elle avait pleuré dans la voiture sur le chemin du retour, un sanglot délicat et déchirant qui m'avait fait lui promettre que je ferais tout ce qu'il faudrait pour lui donner un enfant. J'ai tendu la main dans la poubelle et j'ai ramassé le bâtonnet en plastique, mes mains tremblant d'un mélange de choc et de joie immense. Mais alors que je me tenais là, dans la salle de bain silencieuse, une sensation froide et insidieuse a commencé à me parcourir la nuque. Quelque chose n'allait pas. Si elle avait fait ce test ce matin, pourquoi ne m'aurait-elle pas appelé immédiatement? Pourquoi l'aurait-elle simplement jeté dans la poubelle ouverte, comme un emballage jeté? Je suis entré dans notre chambre et je me suis assis lourdement sur le bord du matelas. L'ordinateur portable de Chloé était sur sa table de chevet, branché et bourdonnant doucement. Je ne sais pas quel instinct primaire a pris le dessus, mais je l'ai ouvert. Le mot de passe était notre anniversaire de mariage, évidemment. J'ai ignoré ses emails et je suis allé directement à ses messages textes synchronisés. Le nom de Julien était épinglé tout en haut de sa liste de messages. J'ai cliqué sur son nom, et mon monde s'est effondré. 10 mois. 10 mois insoutenables, méticuleusement documentés, de textos, de photos et d'appels nocturnes. 10 mois de « j'ai hâte de te sentir à nouveau demain » et de « il s'envole pour Boston la semaine prochaine. On a toute la maison pour nous. » J'ai fait défiler des centaines de messages, ma vision se brouillant, la bile me montant à la gorge. J'ai lu un échange particulièrement poignant d'il y a 2 semaines, où Chloé demandait « Tu ne te sens jamais coupable pour nous ?» La réponse de Julien, pas vraiment. Il est toujours parti de toute façon, et tu mérites qu'on te touche. En plus, ce qu'il ne sait pas ne lui fera pas de mal. Mon frère,
ma propre chair et mon propre sang, le gamin à qui j'avais appris à lancer une balle de baseball, et ma femme, la femme que j'avais juré de protéger et de chérir. Dis-moi. J'étais toujours assis exactement au même endroit, figé comme une statue, l'ordinateur portable brillant dans la lumière déclinante de l'après-midi, quand j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Chloé a appelé mon nom, surprise de voir mes chaussures dans le hall. Quand elle est entrée dans la chambre, portant encore ses vêtements de yoga moulants, les joues rougies par l'exercice, elle s'est figée sur le seuil. Elle a vu l'ordinateur portable. Elle a vu mon visage. Quand comptais-tu me le dire, exactement, ai-je demandé. Ma voix ne ressemblait même pas à la mienne. Elle était complètement creuse, dépouillée de toute émotion. Elle n'a pas essayé de jouer l'idiote. Je lui accorderai ce minuscule crédit. Elle n'a pas essayé de me manipuler ou d'inventer un mensonge. Son visage s'est décomposé, le sang a quitté ses joues, et elle s'est simplement effondrée contre le cadre de la porte, sanglotant hystériquement. La vérité a jailli d'elle comme une fuite toxique. Ça avait commencé à ma propre fête d'anniversaire, pour mes 31 ans, l'année précédente. Ils s'étaient tous les deux enivrés dans la cuisine pendant que j'étais dehors à divertir mes collègues. Une chose en a entraîné une autre. C'est devenu une habitude, une excitation. Elle a juré, à travers ses larmes pathétiques, qu'elle n'avait pas voulu que de vrais sentiments naissent, et qu'elle n'avait absolument pas voulu tomber enceinte. C'est de Julien, a-t-elle étouffé, en regardant le sol, comme si je n'avais pas déjà fait le calcul déchirant dans ma tête. Je n'ai pas crié. Je n'ai ni hurlé, ni jeté l'ordinateur contre le mur. Je n'ai pas violemment brisé les lampes ni troué le mur d'un coup de poing, même si chaque fibre de mon être voulait réduire la maison en cendres. J'ai juste regardé cette femme, cette étrangère portant le visage de ma femme, et j'ai posé une seule question. Est-ce qu'il sait? Elle a hoché la tête, essuyant la morve et les larmes de son menton. Je lui ai dit hier. Je n'ai pas dit un mot de plus. Je me suis levé, je suis passé devant sa silhouette tremblante et recroquevillée, j'ai attrapé mes clés sur le comptoir de la cuisine et j'ai conduit directement chez mes parents. C'était jeudi soir, le dîner de famille hebdomadaire, quelque chose que je manquais habituellement à cause de mon emploi du temps de voyage éreintant. En arrivant dans leur rue calme et bordée d'arbres, j'ai vu l'agaçante Mustang rouge de Julien garée dans l'allée, juste à côté de la Lexus argentée impeccable de mon père. J'ai garé ma voiture sur le trottoir, j'ai monté les marches et je suis entré sans frapper. La maison sentait l'ail rôti et le romarin. Ma mère, Martha, fredonnait joyeusement en dressant la table de la salle à manger avec sa belle porcelaine. Mon père, Arthur, se tenait près de l'îlot de cuisine, débouchant méticuleusement une bouteille de vin rouge coûteux. Julien était affalé confortablement sur le canapé du salon, faisant défiler son téléphone sans réfléchir, une bière à moitié vide posée sur sa poitrine. Une famille parfaite en apparence. Oh, Victor, tu es rentré tôt, a rayonné Martha, s'essuyant les mains sur son tablier fleuri. Quelle merveilleuse surprise, chérie. Est-ce que Chloé est avec toi? Chloé est enceinte, ai-je dit, ma voix tranchant l'atmosphère domestique chaleureuse comme un scalpel. C'est de Julien. La lourde bouteille de vin a glissé des mains de mon père et s'est écrasée sur le comptoir en granit avec un fracas assourdissant. Du vin rouge foncé s'est répandu sur la pierre immaculée, s'égouttant sur le parquet comme du sang. Le visage d'Arthur est immédiatement devenu soigneusement, totalement vide. C'était exactement la même expression stoïque et sans émotion qu'il utilisait pour discuter de licenciements massifs ou de problèmes d'entreprise qu'il ne voulait désespérément pas gérer. Julien s'est redressé d'un bond sur le canapé, la bière se renversant sur sa chemise. Il ressemblait à un rat acculé. « Écoute, mec, a-t-il commencé, sa voix se brisant. Depuis combien de temps, ai-je exigé, le regardant fixement, comme pour lui transpercer le crâne. Ce n'est pas. C'est juste arrivé, d'accord? C'était un accident. Dis-moi, ai-je dit en le coupant. J'ai lu les messages, Julien. Chacun d'entre eux. Tu as couché avec ma femme dans mon lit pendant que j'étais hors de l'état à payer l'hypothèque. La main de ma mère s'est portée à sa bouche, ses yeux écarquillés. Mais alors que je la regardais traiter l'information, la prise de conscience la plus écœurante m'a envahi. Elle n'avait pas l'air horrifiée. Elle n'avait pas l'air d'une mère qui venait de découvrir que son plus jeune fils avait commis la trahison ultime contre son aîné. Elle avait l'air mal à l'aise. Elle avait l'air d'une hôtesse qu'on venait d'informer que le traiteur était en retard. C'était un inconvénient. Un timing maladroit, pas une profonde tragédie morale.
calmons-nous tous et asseyons-nous, a dit Arthur, sa voix prenant son ton autoritaire et apaisant. Il a attrapé une serviette et a commencé à essuyer le vin renversé. Parlons de cela rationnellement, comme des adultes. Je suis resté debout, enraciné au sol. Il n'y a rien à discuter rationnellement. Arthur a laissé échapper un long et lourd soupir, jetant la serviette tachée dans l'évier. Victor, écoute-moi. Ce sont des choses qui arrivent dans la vie. Ce n'est pas idéal, et oui, c'est compliqué. Julien a fait une terrible erreur. Chloé a fait une terrible erreur. Mais la réalité de la situation est ce qui compte maintenant. La question est, que se passe-t-il ensuite? Elle porte déjà l'enfant, a ajouté doucement Martha, sortant de derrière l'îlot de cuisine. Elle m'a regardé avec des yeux suppliants et pathétiques. Victor, tu dois penser au bébé. Le stress n'est pas bon pour elle. J'ai regardé la femme qui m'a donné naissance, sentant ma santé mentale s'effilocher sur les bords. L'enfant qui n'est pas le mien? Vous voulez que je m'inquiète du stress de la femme qui a passé 1 an à coucher avec mon frère? La famille, c'est la famille, a dit fermement Arthur, s'appuyant contre le comptoir et croisant les bras. Vous êtes frères. Vous avez toujours été proches. Julien est jeune. Il est impulsif. Il n'a pas pensé aux conséquences à long terme de ses actes. Mais tu es le frère aîné, Victor. Tu as la tête sur les épaules. Tu dois être le plus mature ici. Oui, a renchéri Martha, s'approchant de Julien comme pour le protéger de moi. Pour le bien de tous, Victor, ne déchire pas cette famille pour une erreur. Nous pouvons aller en thérapie. Nous pouvons trouver une solution. J'ai regardé Julien. Il ne me regardait même pas. Il fixait obstinément le sol, la mâchoire crispée, les bras croisés dans une posture défensive, agissant comme si c'était moi qui faisais irruption et créais un drame inutile. Il avait 29 ans et il le traitait encore comme un bambin qui avait accidentellement cassé un vase. Il voulait que j'avale ma fierté, ma dignité et mon mariage. Tout ça pour protéger leur garçon en or de la réalité de ses propres actions dégoûtantes. Je n'ai pas crié. Je ne les ai pas insultés. J'ai simplement tourné le dos, je suis sorti par la porte d'entrée et je l'ai refermée doucement derrière moi. Personne ne m'a suivi. Personne n'a appelé mon nom. J'ai reconduit jusqu'à ma maison dans un silence complet et suffocant. Je n'ai pas allumé la radio. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai même pas pensé. Mon esprit était un vide total de choc et d'adrénaline. Le seul son était ma propre respiration régulière et le cliquetis mécanique et rythmé du clignotant aux intersections vides. Quand je suis arrivé dans mon allée, la maison était sombre. La voiture de Chloé était partie. Elle avait fait une valise et s'était enfuie, probablement directement à l'appartement de Julien pour pleurer sur son épaule à quel point ma réaction avait été froide et terrifiante de calme. Je suis entré, j'ai allumé la lumière de la cuisine, je me suis assis à l'îlot en granit et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Le silence dans cette maison n'était pas une reddition. C'était de la stratégie. 72 heures. C'est exactement le temps qu'il faut pour démanteler systématiquement un mariage de 4 ans et effacer sa propre existence quand on agit sans la moindre hésitation émotionnelle. La première nuit a été entièrement consacrée aux finances. Nous avions un compte courant joint, un compte d'épargne joint et un énorme portefeuille d'investissement partagé que j'avais minutieusement constitué au fil des ans, en utilisant mes bonus annuels d'entreprise et mes stocks options. La valeur liquide totale s'élevait à environ 320 000 euros. J'ai ouvert un tout nouveau compte, complètement caché, dans une autre banque hors de l'État, sous une nouvelle société à responsabilité limitée. J'ai transféré exactement 50% de chaque centime que nous partagions sur ce nouveau compte. Propre, légal, indéniable. Puis j'ai liquidé sans pitié ma moitié des investissements. J'ai accepté les énormes pénalités de retrait anticipé et les impôts brutaux sans sourciller. Je me fichais de perdre 20% aux impôts. L'argent, c'était la mobilité. L'argent, c'était le pouvoir. Le deuxième jour, j'ai pris un congé personnel de mon entreprise. J'ai conduit à 3 villes de là et je suis entré dans le bureau de l'avocat en divorce le plus agressif et le mieux noté que j'ai pu trouver. J'ai claqué un épais dossier manille sur son bureau en acajou et j'ai payé ses honoraires exorbitants de 10 000 euros entièrement en espèces. J'ai présenté chaque pièce à conviction. La chronologie de la grossesse, l'épaisse liasse de messages textes imprimés que j'avais capturés depuis l'ordinateur portable de Chloé. L'aveu indéniable de paternité de Julien. Eh bien,
a dit l'avocat, Monsieur Vance, en ajustant ses lunettes tout en feuilletant les messages. C'est on ne peut plus clair. Adultère, non-paternité absolue. Si elle essaie de réclamer un centime de pension alimentaire ou vous poursuit pour la pension de l'enfant, nous l'enterrons complètement au tribunal. Vous avez des motifs pour contester toute demande de garde. Je renonce à tout, les jeux interrompus, la voix complètement plate. Je ne veux aucune garde, aucune visite, aucune obligation de pension. Je veux que mon nom soit complètement isolé de cet enfant. Ce n'est pas mon gamin. Je ne veux absolument rien avoir à faire avec lui. Je veux une rupture nette. Vance a marqué une pause, me regardant par-dessus le bord de ses lunettes. Vous êtes absolument sûr de cela? Vous renoncez à beaucoup. Rédigez les papiers. J'ai passé tout l'après-midi à documenter méticuleusement ma propre vie. J'ai sauvegardé les messages textes sur 3 comptes cloud cryptés distincts. J'ai créé une énorme feuille de calcul chronologique indéniable, croisant mes dates de voyage d'affaires avec les moments exacts où Chloé et Julien se retrouvaient dans mon lit. Chaque reçu d'hôtel de Chicago, chaque confirmation de vol de Dallas, chaque once de preuve. Je ne faisais pas ça pour une bataille judiciaire. Je savais que Chloé ne se battrait pas contre moi. Elle était trop coupable. Je l'ai fait comme une police d'assurance, au cas où ma famille essaierait un jour de réécrire l'histoire et de me peindre comme le méchant qui a abandonné sa femme enceinte. Cette nuit-là, Chloé est finalement revenue à la maison. J'étais assis à la table de la cuisine, entouré de piles de documents juridiques et financiers, nets et parfaitement alignés. Elle se tenait nerveusement près de l'îlot de cuisine, se tordant les mains. « Victor, il faut vraiment qu'on en parle. »« Non, ce n'est pas nécessaire, » ai-je dit, sans lever les yeux. J'ai fait glisser l'épaisse pile de papier de divorce sur le granit poli vers elle. Je demande le divorce. Le motif est l'adultère. Tu gardes la maison. Elle a cligné des yeux, complètement abasourdie. Quoi? La maison. Tu la gardes. J'ai fait rédiger l'acte de renonciation par mon avocat ce matin. Je te transfère ma part de propriété. L'hypothèque est entièrement à ton nom maintenant. Tu es la bienvenue. Victor, tu ne peux pas juste. Je l'ai déjà fait, ai-je sèchement répliqué, la regardant enfin dans les yeux. Mon regard était de glace. Tu voulais Julien, tu l'as eu. La maison est à toi. J'ai pris exactement 50% de nos actifs liquides, et je pars. Signe les papiers, ou mon avocat vous traînera, toi et mon frère, dans un procès public et humiliant qui ruinera vos deux réputations. Elle a baissé les yeux sur la terrifiante pile de jargon juridique. Ses mains tremblaient. Où vas-tu? Ce n'est plus ton problème, ai-je dit en me levant et en repoussant ma chaise. Et ta nouvelle famille, Julien, mes parents, ce bébé, ce n'est plus mon problème non plus. Je l'ai regardé assimiler la finalité de la situation. J'ai regardé la réalisation horrifiante se peindre sur son visage, comprenant que je ne criais pas, que je ne jetais pas d'assiette, que je ne me battais pas pour elle. J'en avais juste fini. L'amour que j'avais pour elle s'était évaporé. À la seconde où j'ai vu ce test de grossesse, il ne restait plus rien, qu'un vide froid et sombre. Et le bébé, a-t-elle demandé, sa voix un murmure pathétique et tremblant. Et alors, ai-je répondu en attrapant ma veste. C'est le bébé de Julien. Élève-le avec Julien. Je suis absolument certain que ma mère sera ravie d'avoir enfin un petit enfant, même s'il vient de son fils préféré qui a couché avec la femme de son frère aîné. Elle a tressailli violemment, comme si je l'avais giflé. Bien, ai-je pensé. Le 3e jour fut celui de l'effacement. J'ai conduit ma coûteuse Audi chez un concessionnaire et je l'ai vendue contre de l'argent liquide. J'ai pris un taxi pour traverser la ville et j'ai acheté une Honda Accord d'occasion, banale. J'ai résilié mon forfait de téléphone portable, j'ai brisé la carte SIM et j'ai acheté un téléphone prépayé. J'ai contacté le service des ressources humaines de mon entreprise, j'ai changé mes informations de dépôt direct pour le nouveau compte bancaire de la LLC, et j'ai officiellement présenté ma démission, invoquant une urgence familiale extrême et irréversible. En faisant ma seule valise ce soir-là, je n'arrêtais pas de penser à tous les petits moments que j'avais manqués, les signaux d'alarme qui étaient si douloureusement évidents avec le recul. Julien proposant de venir aider Chloé à déplacer des meubles lourds pendant que j'étais coincé dans une tempête de neige à Denver. Chloé suggérant nonchalamment que nous l'invitions pour des dîners de steak parce qu'il est si seul dans cet appartement horrible. Ce week-end, l'été précédent, où j'étais parti pêcher en haute mer avec Arthur,
Je suis rentré tôt et je les ai trouvés assis bien trop près sur le canapé à regarder un film, leurs jambes se frôlant. Tout cela, si soigneusement ignoré par mon esprit confiant. Je n'avais pas le cœur brisé. Le chagrin d'amour exige que l'on croie encore à l'illusion de ce que l'on avait. Je ressentais juste une clarté intense et terrifiante. C'était comme si quelqu'un avait essuyé une épaisse couche de crasse d'une vitre sale. Et pour la première fois de ma vie, je pouvais voir la forme exacte du monde. Mon téléphone a sonné. C'était Martha. Je l'ai envoyée directement sur la messagerie vocale. Elle a rappelé immédiatement. Puis Arthur a appelé, puis Julien. J'ai bloqué leurs 3 numéros, j'ai supprimé leurs fiches de contact et j'ai jeté le téléphone sur le siège passager de la Honda. J'ai traversé la maison une dernière fois. J'ai laissé mon alliance posée directement sur les papiers de divorce signés, sur le comptoir de la cuisine. À côté, j'ai laissé un petit post-it manuscrit. Tu le voulais, tu l'as eu. Bonne chance. Je suis sorti par la porte d'entrée, j'ai démarré le moteur de la Honda et j'ai reculé hors de l'allée dans l'air frais de la nuit. Je n'ai laissé absolument aucune adresse de réexpédition. Je n'ai laissé aucune explication à mes collègues. Aucun contact avec une seule âme qui m'avait connu comme le mari de Chloé ou le frère de Julien. Je suis juste devenu une absence, un fantôme. Je suis sûr qu'ils ont tous pensé que j'étais complètement brisé. Ils m'ont probablement imaginé me cachant dans un motel bon marché, pensant mes blessures, buvant jusqu'à m'endormir, entièrement trop honteux et détruit pour leur faire face. Ils se sont probablement dit que je finirais par me calmer, reprendre mes esprits et revenir en rampant pour leur pardonner. Ils n'avaient absolument aucune idée de ce que j'étais en train de construire. 6 ans se sont écoulés avant que je n'entende à nouveau la voix de ma mère. Et au moment où je l'ai entendue, je n'étais même pas de loin la même personne qui était partie cette nuit-là. J'avais déménagé au Colorado. J'ai choisi une ville de taille moyenne en pleine croissance, nichée près des montagnes. Elle avait un marché immobilier en plein essor, un environnement d'entreprise décent, et elle était à 2000 miles du Michigan. J'ai légalement abandonné mon prénom et j'ai commencé à utiliser exclusivement mon deuxième prénom professionnellement, Victor. Mes documents légaux portaient toujours mon nom complet, mais pour chaque personne que je rencontrais, chaque client que je signais et chaque employé que j'engageais, j'étais Victor. C'était une table rase complète. L'empire a commencé 6 mois après mon arrivée au Colorado. J'ai trouvé un petit cabinet de conseil en immobilier commercial en difficulté, appelé Vanguard Land Solutions. Il se noyait dans des dettes toxiques, des contrats de fournisseurs terribles et une gestion lamentable. Le propriétaire était un homme fatigué et brisé, d'une 60aine d'années, qui était à quelques semaines de déclarer faillite et de tout liquider. Je suis entré dans son bureau, j'ai claqué un portefeuille sur son bureau et j'ai proposé d'acheter toute l'entreprise pour 40 cents par euro, en assumant toutes les responsabilités. Il était si désespéré d'échapper au stress qu'il a signé les papiers cet après-midi-là. J'ai passé toute la première année à faire un nettoyage brutal. J'ai viré les poids morts. J'ai renégocié chaque contrat de fournisseur avec une précision impitoyable. J'ai abandonné les clients non rentables et menacé de poursuites judiciaires ceux qui nous devaient de l'argent. Mais plus important encore, j'ai complètement restructuré le modèle commercial de l'entreprise. Je nous ai éloignés du conseil général et je me suis lancé tête baissée dans le monde vicieux et très lucratif de l'acquisition d'actifs en difficulté. Nous nous sommes spécialisés dans une chose spécifique, la chasse. Nous trouvions des actifs fonciers sous-évalués, des hypothèques toxiques et des prêts commerciaux en défaut. Nous achetions la dette pour quelques centimes par euro à des banques régionales désespérées, puis nous saisissions impitoyablement les propriétés, les revendions à de grands promoteurs, ou nous conservions les terrains pour une appréciation à long terme. Après 18 mois, Vanguard a réalisé un profit massif. Après 2 ans, j'ai ouvert un deuxième bureau ultramoderne en Utah. Après 3 ans, nous avons étendu nos opérations à l'Idaho et au Montana. À la 4e année, notre chiffre d'affaires annuel a franchi le plafond des 8 chiffres. Mon personnel est passé de 3 employés misérables à 45 requins d'une efficacité redoutable. J'ai racheté mes partenaires silencieux, j'ai rebaptisé l'entreprise Meridian Holdings et je suis devenu le seul PDG. J'étais terrifiant de talent pour ça. Peut-être était-ce parce que le travail exigeait exactement les mêmes compétences psychologiques que celles que j'avais utilisées pour amputer mon ancienne vie, une attention microscopique aux détails, une patience infinie, une absence totale d'attachement émotionnel. Et une compréhension fondamentale profonde de l'effet de levier. Dans ce métier, j'ai appris la vérité ultime du monde, la dette et le pouvoir absolu.
Celui qui détient le papier contrôle le récit. Celui qui possède la créance contrôle la marge de manœuvre du débiteur. La 5e année, l'univers m'a offert le cadeau ultime. J'étais assis dans mon bureau d'angle à Denver, surplombant les montagnes enneigées, en train d'examiner une énorme feuille de calcul de portefeuille de prêts en difficulté que nous cherchions à acquérir auprès d'une banque régionale en difficulté dans le Midwest. Nous achetions fréquemment des dettes groupées à des coopératives de crédit agricole et à des prêteurs hypothécaires privés qui avaient besoin d'assainir leur bilan toxique. Je faisais défiler des centaines de noms quand mes yeux se sont fixés sur une ligne qui m'a glacé le sang instantanément. Arthur et Martha Morrison. Je me suis penché en avant, mon cœur battant à un rythme lent et lourd contre mes côtes. J'ai ouvert le fichier crypté détaillé. C'étaient eux, mes parents. Ils se noyaient, s'étouffaient absolument, dans les dettes. Ils avaient une hypothèque sur leur résidence principale avec un solde impayé de 115 000 €, et ils avaient 120 jours de retard. Ils étaient dans les dernières étapes de la pré-saisie. J'ai passé les 3 jours suivants à plonger agressivement dans leur historique financier, à extraire chaque dossier public, rapport de crédit et privilèges auxquels je pouvais légalement accéder. L'histoire, peinte par les chiffres, était une tragédie pathétique et prévisible. 2 ans après mon départ, ils avaient refinancé leur belle maison, entièrement payée. Ils en avaient retiré une énorme somme pour financer l'idée brillante de Julian, une microbrasserie boutique. La brasserie a duré exactement 14 mois avant de s'effondrer sous le poids de son incompétence et de sa paresse. 1 an plus tard, ils ont de nouveau refinancé, retirant plus d'argent pour financer la nouvelle entreprise d'aménagement paysager de luxe de Julian. Cette entreprise a échoué en 8 mois. Leurs économies de retraite étaient complètement anéanties. La maison qu'ils possédaient depuis 35 ans leur glissait entre les doigts. Je n'ai pas hésité. J'ai créé une société écran anonyme dans le Delaware, j'ai viré les fonds et j'ai acheté leur prêt hypothécaire à la banque régionale. La banque était ravie de se débarrasser de cet actif toxique, me le vendant pour 70 cents par euro. Puis j'ai continué à creuser. Je suis devenu obsédé. J'ai trouvé le terrain familial, 30 acres de terres agricoles vierges héritées dans le nord du Michigan, dont Arthur avait toujours fièrement parlé de transmettre à ses fils. Il était gagé contre un prêt agricole à taux d'intérêt élevé. Il devait encore 35 000 € et était gravement en retard. J'ai aussi acheté ce prêt. Au cours des 12 mois suivants, j'ai déployé mon équipe pour traquer et acquérir discrètement et méthodiquement chaque dette liée à la famille Morrison. J'ai acheté le prêt personnel de 28 000 € qu'Arthur avait contracté auprès d'une société de prêt prédatrice. Ricanement j'ai acheté les 42 000 € de dettes de carte de crédit à taux d'intérêt élevé que Martha avait accumulées en essayant de maintenir Julian à flot. Petite chose, grosse chose, peu importait. J'ai tout acheté. Au cours de mon enquête, j'ai également trouvé les dossiers publics concernant Chloé et Julian. Leur conte de fées romantique avait duré un pathétique 14 mois après mon départ. Chloé avait essayé de garder l'immense maison de banlieue que je lui avais donnée, mais sans mon salaire à 6 chiffres, elle ne pouvait même pas payer les impôts fonciers. Elle l'a vendue à perte massive pour éviter la faillite. Elle louait maintenant un appartement exigu de 2 chambres en ville, élevant le gamin à un garçon, apparemment tout en travaillant de longues heures comme réceptionniste dans une clinique dentaire. Julian, naturellement, l'avait abandonné. Il était retourné vivre chez Arthur et Martha. Il n'avait pas de travail, pas de perspective, pas de bien, et il épuisait le peu de santé mentale restante de mes parents comme un parasite. Je n'ai pas ressenti une vague de joie maniaque en voyant leur effondrement financier absolu. Je n'ai pas ri ni sablé le champagne. J'ai juste ressenti un profond sentiment de reconnaissance cosmique. C'est exactement ce qui arrive quand des personnes faibles font des choix catastrophiques sans jamais en considérer les conséquences. Ils avaient choisi Julian plutôt que la responsabilité. Julian avait choisi la gratification égoïste immédiate plutôt que la loyauté. Chloé avait choisi une aventure bon marché plutôt qu'un mari dévoué. Et maintenant, la facture était enfin due, et c'est moi qui tenais le grand livre. J'étais dans mon bureau un mardi après-midi, en train d'examiner les plans d'un nouveau centre commercial, lorsque mon interphone a sonné. Victor, a dit mon assistante de direction, Sarah, sa voix empreinte de confusion. Il y a une femme à la ligne 2. Elle dit que c'est une urgence personnelle extrême. Elle dit qu'elle s'appelle Martha Morrison. Elle dit qu'elle est votre mère. J'ai arrêté d'écrire. J'ai fixé la lumière rouge clignotante de mon téléphone de bureau. 6 ans. Pas un seul mot, pas un email égaré, pas un murmure à travers les rumeurs.
Et maintenant, elle appelait ma ligne d'entreprise privée. J'ai décroché le récepteur et j'ai appuyé sur le bouton. Bonjour, Martha. Il y a eu une inspiration brusque et saccadée à l'autre bout de la ligne. Puis sa voix est parvenue, sonnant des décennies plus vieilles, fragile et tremblante de panique. Victor, oh mon Dieu, Victor. Comment? Ta voix est si différente. Tu as changé de numéro. On te croyait mort. Comment m'as-tu trouvé, Martha, ai-je demandé. Ma voix est froide et dure comme un glacier. J'ai engagé un détective privé, a-t-elle sangloté. Ça lui a pris des mois. Victor, c'est Julien. Il est en train de mourir. Je me suis adossé dans mon fauteuil en cuir ergonomique, pivotant légèrement pour regarder par les fenêtres du sol au plafond le panorama tentaculaire de Denver. Vraiment? C'est une insuffisance hépatique et rénale aiguë, a continué Martha. Ces mots sortant en un flot hystérique quand je n'ai offert aucune sympathie. Il est incroyablement malade depuis 8 mois. Nous ne savions pas à quel point c'était grave jusqu'à ce qu'il s'effondre la semaine dernière. Il est aux soins intensifs. Il a besoin d'une double greffe. Les 2 organes. Les médecins disent que sans donneur, il ne lui reste que quelques mois. Et pourquoi m'appelles-tu, exactement? Ai-je demandé calmement. Parce que tu es son frère, a-t-elle crié, sa voix se brisant de désespoir. Tu es sa chair et son sang. Nous avons fait des tests. Arthur et moi avons tous les deux passé la batterie de tests, mais nos marqueurs tissulaires ne correspondent pas. Il est adopté, Victor? Tu sais que tu es son seul parent biologique. Il n'y a absolument personne d'autre sur Terre qui puisse le sauver. J'ai regardé une grue soulever lentement une poutre d'acier sur le chantier de construction à 3 pâtés de maison de là, un projet que mon entreprise finançait. Alors, si je comprends bien, vous avez besoin de mon rein et d'une partie de mon foie. S'il te plaît, Victor, a-t-elle supplié, pleurant ouvertement au téléphone. Je sais que ce qui s'est passé était terrible. Je sais que nous avons terriblement mal géré la situation. Je sais que Chloé t'a blessé. Mais il est en train de mourir. Ton petit frère a 31 ans et son corps est en train de lâcher. Tu es son seul et unique espoir. J'ai laissé le silence s'étirer sur la ligne. Je l'ai laissé planer pendant 30 secondes complètes. Je l'ai écouté hyperventiler, sa respiration rapide et superficielle, s'étouffant dans ses propres larmes. Je viendrai lui rendre visite, ai-je finalement dit. Tu viendras. A-t-elle haleté, une vague de soulagement profonde et pathétique submergeant ses mots. Oh, Dieu merci. Dieu merci, Victor. Merci beaucoup. Je savais que tu avais encore un bon cœur. Je savais que tu ferais la bonne chose. Je ne te promets absolument rien, ai-je dit sèchement, coupant court à ses louanges. Mais je viendrai le voir. Quand, a-t-elle demandé frénétiquement. Les médecins ont dit que le temps presse. Ils doivent commencer les tests de compatibilité immédiatement. Je serai là samedi. J'ai raccroché le téléphone avant qu'elle ne puisse prononcer une autre syllabe. Samedi matin, j'ai préparé un élégant sac de voyage en cuir, je l'ai chargé dans le coffre de mon Range Rover autobiographie noire, et j'ai commencé le long trajet de retour vers un état dans lequel j'avais juré sur ma vie de ne plus jamais remettre les pieds. Le trajet de 6 heures m'a donné amplement le temps de réfléchir. J'ai pensé à l'homme de 32 ans, effrayé et dévasté, qui s'était enfui dans une ondade d'occasion au cœur de la nuit. J'ai pensé à l'homme que j'étais maintenant, un homme fiancé à une ingénieure civile brillante et farouchement loyale, nommée Elena, qui connaissait chaque détail sombre de mon passé et m'aimait pour y avoir survécu. Un homme qui contrôlait des centaines de millions d'euros en immobilier. Quand je suis finalement arrivé dans ma ville natale, la décrépitude était palpable. Le centre-ville, dont je me souvenais avec tendresse, avait perdu la moitié de ses commerces. La quincaillerie était barricadée. Le café local était une coquille vide. La maison où j'ai grandi se trouvait sur le même terrain d'angle, mais elle ressemblait à un cadavre en décomposition de son ancien moi. La peinture blanche immaculée s'écaillait agressivement. Les gouttières pendaient, obstruées par des feuilles mortes. La pelouse, autrefois la fierté absolue d'Arthur, était envahie par les mauvaises herbes brunes. J'ai garé mon Range Rover dans l'allée fissurée, directement derrière la vieille Lexus d'Arthur et le camion rouillé et délabré de Julien. J'ai monté les marches en bois, qui ont gémi sous mon poids, et j'ai frappé 2 fois à la porte délavée. Arthur a ouvert. Sa vue était saisissante.
Il avait vieilli de 20 ans en l'espace de 6. Ses cheveux étaient entièrement blancs et clairsemés. De profondes rides d'épuisement creusaient des canyons autour de ses yeux injectés de sang. Ses épaules, autrefois larges et imposantes, étaient voûtées par la défaite. Il a tendu la main automatiquement, un geste nerveux et tremblant. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé son visage et je n'ai pas bougé d'un muscle. Il a laissé tomber sa main maladroitement le long de son corps. « Entre, Victor » a-t-il marmonné en reculant. Le salon sentait distinctement l'air vicié, le nettoyant au pain bon marché, et l'odeur métallique indéniable d'une maladie grave. Les meubles étaient exactement les mêmes, mais usés et affaissés. Les photos de famille bordaient toujours la cheminée, mais il y avait de nouveaux ajouts, des photos encadrées d'un petit garçon aux cheveux noirs et indiscipliné et aux yeux verts distincts de Chloé. Le gamin de 5 ans, le monument vivant et respirant de mon humiliation absolue. Martha a émergé du couloir de la cuisine. Elle avait l'air fragile, ses vêtements flottant lâchement sur sa silhouette osseuse. Elle s'est précipitée et a jeté ses bras autour de mes épaules avant que je ne puisse reculer, enfouissant son visage dans mon coûteux manteau de laine. « Merci d'être venu » a-t-elle murmuré, ses larmes imprégnant instantanément mon revers. « Merci beaucoup. » J'ai doucement mais fermement saisi ses bras et je l'ai repoussé, reculant pour créer une barrière physique entre nous. « Où est-il » ? Sur le canapé, a dit doucement Arthur, en montrant le salon en contrebas. Julien était allongé là, soutenu par des oreillers sales, couvert d'une épaisse couverture de laine, malgré la chaleur de l'après-midi. Si je n'avais pas su que c'était lui, j'aurais cru qu'un étranger s'était introduit dans la maison pour y mourir. Il était terrifiant de maigreur. Sa peau avait une teinte jaunisse maladive et profonde. Ses yeux étaient enfoncés dans son crâne, entourés d'une chair sombre et meurtrie. Il ressemblait à un cadavre qui n'avait pas reçu le mémo d'arrêter de respirer. 31 ans, mais il en paraissait 80. Il a essayé de se redresser quand il m'a vu entrer dans la pièce, ses mains squelettiques agrippant la coudoir, mais il n'en a pas eu la force. Il s'est effondré contre les oreillers, haletant. « Salut, Vic » a-t-il râlé. Sa voix était un faible sifflement humide. J'ai juste hoché la tête, le visage complètement impassible. Puis j'ai remarqué un mouvement du coin de l'œil. Chloé est sortie de la cuisine. Elle tenait 2 tasses de café. Elle s'est arrêtée net quand elle m'a vu. Les tasses en céramique tremblaient dans ses mains. Elle avait l'air épuisée. La femme vive et vibrante que j'avais épousée avait disparu, remplacée par une mère célibataire usée et stressée, avec des cernes sous les yeux et des mèches grises prématurées dans les cheveux. « Qu'est-ce qu'elle fait ici, bon sang ?» ai-je demandé, sans rompre le contact visuel avec Julien. Elle l'a ramenée de sa séance de dialyse, a dit rapidement Martha, sa voix tendue par la panique. Il partage la garde du petit Léo. Elle était juste. Nous sommes coparents, a interrompu Chloé, sa voix défensive, plus dure que dans mon souvenir. Je suis ici pour le soutenir. C'est le père de mon enfant. J'ai lentement tourné la tête et je l'ai regardé. Tu as amené ton ex-femme pour te regarder supplier ton frère de lui donner ses organes ? Elle a proposé de venir, a croassé Julien, toussant faiblement dans un mouchoir. Vic, s'il te plaît. Ce n'est pas à propos d'elle. On peut juste parler ? Arthur a fait un geste nerveux vers le fauteuil usé en face du canapé. Assieds-toi, Victor, s'il te plaît. Je peux t'offrir de l'eau ? Du café ? Je resterai debout, ai-je dit en boutonnant ma veste de costume. Martha se tenait derrière le canapé de Julien, se tordant les mains si fort que ses jointures étaient blanches. Les médecins de la clinique ont consulté tes anciens dossiers médicaux. Ils disent que tu es une correspondance parfaite. Tu as le même groupe sanguin rare. La compatibilité génétique est incroyablement élevée. Ils peuvent programmer les tests formels dès lundi, et si tu es compatible, ils peuvent accélérer la chirurgie. Nous savons que nous ne méritons pas de te demander ça, a interrompu Arthur, s'avançant, essayant de retrouver sa vieille voix autoritaire, mais échouant lamentablement. Nous savons que ce qui s'est passé il y a 6 ans était impardonnable. Nous savons que ce que nous t'avons dit était mal. Mais Victor, la famille, c'est la famille. Vous avez toujours été frères. Vous partagez le même sang. Il a désespérément besoin de toi. Quoi qu'il soit arrivé par le passé, quelle que soit la douleur causée, il a besoin de toi maintenant, a plaidé Martha, les larmes coulant sur ses joues creuses. S'il te plaît, Victor, sauve ton frère.
Julien s'est déplacé péniblement sur le canapé, sa respiration laborieuse et superficielle. Il m'a regardé avec des yeux terrifiés et pathétiques. Je suis tellement désolé, Vic, pour tout. J'étais arrogant. Stupide et entièrement égoïste. J'ai complètement détruit ton mariage. J'ai détruit ta vie. Je le sais. Je vis avec cette culpabilité chaque jour. Mais je ne veux pas mourir. Je veux voir mon fils grandir. Je te le demande. Je t'en supplie à genoux. S'il te plaît, aide-moi. Ils sont tous tombés dans un silence complet. Les quatre me regardaient, attendant, espérant, priant que le vieux Victor, le Victor loyal, fiable et complaisant qui réglait toujours leurs problèmes, était encore quelque part à l'intérieur de ce costume coûteux. Je me suis lentement approché de la grande baille vitrée et j'ai regardé le jardin. J'ai regardé l'endroit exact sur l'herbe où Julien et moi jouions à la balle jusqu'à ce que les lampadaires s'allument. J'ai regardé l'allée en béton fissuré où nous avions passé un été entier à reconstruire le moteur de sa première voiture de pacotille. J'ai regardé la maison qui m'avait abrité pendant 18 ans. Tout cela était à moi maintenant. Ils ne le savaient tout simplement pas encore. Je me suis retourné pour leur faire face, mon expression aussi calme et placide qu'un lac immobile. Avant de discuter de ma compatibilité médicale ou de ce que je suis ou ne suis pas prêt à faire, ai-je dit, ma voix parfaitement mesurée, il y a quelque chose que vous devez tous voir. Je suis retourné à l'entrée où j'avais laissé mon sac en cuir. J'ai dézippé le compartiment principal et j'ai sorti 4 épais et lourds dossiers manilles. La pièce était d'un silence de mort, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur. En revenant dans le salon et en m'approchant de la table basse en bois, méthodiquement, délibérément, j'ai ouvert le premier dossier et j'ai sorti une pile de documents juridiquement reliés. Je les ai posés à plat sur la table, lissant le papier de ma main. Premier document, ai-je dit clairement, un avis formel de défaut de paiement et d'intention de saisie. L'adresse de votre domicile est clairement imprimée en haut. Solde du capital restant dû, 115 000 €. Statut, 120 jours de retard. C'est le tout dernier avis avant la saisie de la propriété. La main de Martha s'est portée à sa bouche, un hoquet étouffé s'échappant de ses lèvres. Les yeux d'Arthur se sont écarquillés de pure panique. J'ai ouvert le deuxième dossier. Deuxième document, notification de défaut de prêt agricole. C'est le privilège sur les 30 acres de terre familiale au nord. Solde impayé, 35 000 €, gravement en retard, sujet à un recouvrement bancaire immédiat. Arthur s'est penché en avant, ses mains tremblant alors qu'il plissait les yeux sur le texte juridique dense, essayant de comprendre ce qu'il voyait. J'ai ouvert le troisième dossier. Troisième document, un avis de recouvrement final pour un prêt personnel non garanti, 28 000 €, déjà vendu à une société de recouvrement tierce. J'ai ouvert le quatrième dossier. Et enfin, la dette de carte de crédit, 42 000 € sur 4 comptes différents, tous en statut de défaut maximal, assignés à une agence de recouvrement d'entreprise. Je les ai tous disposés en une rangée parfaitement nette et symétrique sur la table basse. Puis j'ai reculé de 2 pas et j'ai croisé les mains devant moi. Comment? Comment as-tu obtenu ça? A demandé Arthur, sa voix à peine plus qu'un murmure terrifié. Il a regardé des papiers à moi, son esprit complètement incapable de faire le lien. Parce qu'elles sont à moi, ai-je simplement dit. La confusion totale et profonde sur leur visage aurait été sincèrement hilarante si j'avais conservé la moindre capacité d'humour. Que veux-tu dire par « elles sont à toi » a demandé Martha, sa voix tremblante. Victor, qu'est-ce que c'est? Je veux dire exactement ce que j'ai dit, ai-je répondu, en gardant un ton conversationnel, comme si j'expliquais un bulletin météo. Chaque dette que vous avez. Chaque prêt prédateur que vous avez signé en désespoir de cause pour sauver les entreprises pathétiques et défaillantes de Julien. Chaque carte de crédit au maximum. L'hypothèque sur cette maison, le privilège sur le terrain familial. Elles sont à moi. Je les ai achetées. Le visage d'Arthur s'est complètement vidé de toute couleur. Il avait l'air sur le point de vomir. Tu as acheté nos dettes? Pourquoi? Pourquoi ferais-tu ça? Je possède une énorme société d'acquisition d'actifs en difficulté et de biens commerciaux. Ai-je expliqué calmement. Mon entreprise achète des dettes toxiques à des banques régionales. Votre dette était extrêmement toxique. J'ai fait une offre aux banques. Elles ont accepté avec enthousiasme. Je suis votre seul créancier. Julien a essayé de se redresser sur ses coudes,
son visage jaunâtre se tordant de confusion et de peur. Tu as planifié ça? Tu as passé 6 ans à planifier notre ruine? Je n'ai rien planifié, l'ai-je corrigé sèchement. J'ai bâti une société très prospère. Vous avez détruit vos vies entièrement par vous-même. Nos chemins ne se sont recroisés que parce que vous avez pris des décisions financières catastrophiques. Pas parce que j'ai orchestré votre échec. J'ai simplement reconnu l'opportunité lorsque vos noms sont apparus dans un examen de portefeuille. J'ai pointé un doigt accusateur sur les documents sur la table. Ces papiers sont les conséquences directes de vos actions. Chaque signature sur ces prêts est la vôtre. Arthur. Chaque euro emprunté est allé directement renflouer les échecs pathétiques et paresseux de Julien. Je ne vous ai pas forcé à prendre une deuxième hypothèque. Je ne vous ai pas forcé à maximiser vos cartes de crédit. Je n'ai pas forcé Julien à couler 2 entreprises. Chloé avait reculé jusqu'à ce que ses épaules heurtent le mur. Elle était pâle comme un fantôme, me regardant comme si j'étais un monstre. Elle n'avait pas prononcé un seul mot. La voix de Martha a tremblé d'un mélange de terreur et d'une rage soudaine et aveuglante. Comment as-tu pu nous faire ça? À ta propre famille, à tes propres parents? Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment, vraiment regardé. J'ai regardé la femme qui s'était tenue dans cette même pièce il y a 6 ans et m'avait dit de réprimer ma dévastation, d'avaler ma fierté, et d'être le plus mature, pendant que son plus jeune fils couchait activement avec ma femme. Vous voulez dire la famille qu'il a choisie, lui? Ai-je demandé, ma voix baissant finalement d'une octave, la fureur froide transparaissant. J'ai fait un geste dédaigneux vers Julien. La famille qui a priorisé son confort au détriment de la décence humaine la plus élémentaire? Cette famille? Victor, c'était il y a 6 ans, a protesté Arthur en contournant la table basse, les mains levées en signe de reddition. Nous avions tort. Nous l'admettons. Mais c'est prêt, tu ne peux pas faire ça. Nous pouvons trouver un arrangement. Tu es notre fils. J'ai tapoté l'avis de saisie avec mon index. Selon les lois de cet État, vous avez exactement 60 jours avant que cette maison ne soit saisie et vendue aux enchères publiques. Peut-être moins, selon l'agressivité avec laquelle mon équipe juridique décidera d'agir. Attends. A crié Martha désespérément, s'agrippant au dossier du fauteuil pour ne pas s'effondrer. Attends, Victor, s'il te plaît. Il doit y avoir une sorte d'arrangement. Nous pouvons mettre en place un plan de paiement. Nous pouvons essayer de refinancer à nouveau. Tout ce dont tu as besoin. Tu es revenu, a dit Arthur, ses yeux passant frénétiquement de moi au papier. Tu as répondu au téléphone. Tu as conduit 6 heures pour être ici. Ça veut dire que tu tiens encore à nous. Ça veut dire qu'il y a un accord à trouver. Ça ne veut absolument rien dire, ai-je rétorqué. La respiration de Julien était devenue rapide et saccadée. Il avait l'air sur le point de s'évanouir de stress. Je suis en train de mourir, Victor, a-t-il étouffé, en se tenant la poitrine. Je suis littéralement en train de mourir sur ce canapé, et tu es venu ici pour saisir la maison de nos parents. Je suis venu ici pour recouvrer des dettes qui sont légalement miennes. Ce que tu fais financièrement est distinct du problème médical, a plaidé Arthur, sa voix se brisant. Nous te donnerons tout ce que tu veux. Nous te céderons le terrain aujourd'hui même. Donne-lui juste le rein. S'il te plaît. À moins que, a commencé Martha, ses yeux s'écarquillant soudainement avec une réalisation maladive et désespérée. Elle m'a regardé, terrifiée par la réponse. J'ai attendu, le visage un masque de pierre. À moins que quoi, a demandé Arthur, regardant frénétiquement sa femme. Que veux-tu, Victor, a murmuré Martha. Tu veux que nous te cédions tout? Tu veux que nous quittions la ville? C'est ça? Tu aides Julien, tu lui donnes la greffe, et nous te donnons les titres de propriété. Il n'y a pas de à moins que, ai-je dit doucement. La pièce entière est devenue morte. Un silence suffocant. Le seul son était la respiration humide et laborieuse de Julien. Je ne suis pas ici pour négocier un contrat, ai-je dit, en les regardant chacun à leur tour, m'assurant qu'ils ressentaient le poids absolu de mes mots. Je ne suis pas ici pour conclure un marché. Je ne suis pas ici pour échanger des organes contre des biens immobiliers. Je suis ici pour vous voir, face à face, comprendre enfin ce que sont de véritables conséquences irréversibles. Arthur a reculé comme si je l'avais physiquement abattu. Tu ne peux pas être sérieux. Tu ne peux pas faire ça.
Je n'ai jamais été plus sérieux de toute ma vie. Nous sommes tes parents, a gémi Martha, tombant à genoux sur le tapis taché. Et il est votre fils, ai-je répondu froidement, en pointant directement la silhouette tremblante de Julian. Le fils que vous avez choisi. Le fils pour lequel vous avez sacrifié mon mariage. Le fils pour lequel vous vous êtes ruiné. Alors, choisissez-le maintenant. Trouvez comment lui sauver la vie et rembourser 220 000 € de dette toxique dans les 60 prochains jours. Avant que le shérif n'arrive pour jeter vos affaires sur la pelouse. Parce qu'après ça, vous aurez des priorités bien plus grandes qu'une facture d'hôpital. Martha a enfoui son visage dans ses mains, ses sanglots résonnant bruyamment dans la pièce exiguë. S'il te plaît, Victor, a supplié Julian, des larmes coulant sur son visage jaunâtre. S'il te plaît, il doit y avoir une sorte de pitié en toi. La famille ne signifie-t-elle plus rien pour toi? Je l'ai regardé. J'ai regardé dans les yeux du garçon que j'avais aimé, protégé et pourvu toute ma vie. La famille signifiait absolument tout pour moi, Julian, ai-je dit doucement. C'est exactement pour ça que cela t'arrive. Arthur se tenait figé, fixant les papiers de saisie comme si les regarder assez fort ferait disparaître l'encre par magie. Chloé a finalement retrouvé sa voix. Elle était petite, pathétique et tremblante. Tu vas juste le laisser mourir? Le père de mon enfant? J'ai tourné mon regard vers elle. Je ne laisse rien arriver, Chloé. Je n'ai pas détruit son foie. Je n'ai pas empoisonné ses reins. Je choisis simplement de ne pas arrêter l'inévitable. C'est ton frère, a-t-elle crié, les larmes débordant enfin de ses cils. Il a cessé d'être mon frère à la seconde exacte où il a déboutonné ta chemise dans ma chambre, ai-je répondu sans hésiter. Elle a tressailli violemment, reculant contre le mur, enfouissant son visage dans ses mains. J'ai regardé mes parents, puis Julian. Vous avez tous fait vos choix. Julian a choisi la trahison ultime pour une aventure bon marché. Vous deux, vous avez choisi de protéger ses sentiments au lieu de le tenir responsable d'avoir détruit ma vie. Chloé a choisi d'anéantir son mariage. J'ai tendu la main, j'ai attrapé la poignée de mon sac en cuir et je l'ai hissé sur mon épaule. Et j'ai choisi de partir. J'ai choisi de reconstruire. J'ai choisi de réussir. Et maintenant, je choisis de recouvrer mes créances. Nous t'avons élevé. A crié Arthur, sa voix se brisant en un sanglot, les larmes coulant enfin sur son visage buriné. Nous t'avons tout donné, Victor. Nous avons payé tes études. Nous t'avons soutenu. Et vous m'avez appris la leçon la plus précieuse de toute ma vie, ai-je dit, en rencontrant son regard brisé avec une glace absolue. Le sang ne garantit pas la loyauté. J'ai mis la main dans la poche de ma poitrine, j'ai sorti la dernière pile de documents, le calendrier officiel de saisie des actifs et l'avis d'enchères publique, et je les ai laissés tomber sur la table basse, juste au-dessus des autres. Vous avez 60 jours avant que la banque ne prenne possession des serrures. Je vous suggère fortement de commencer à faire des cartons. Martha a levé les yeux du sol, son maquillage coulant sur son visage entraîné sombre et laide. Victor, s'il te plaît, je t'en supplie en tant que ta mère. Il doit y avoir quelque chose que nous pouvons t'offrir. N'importe quoi. Il y en avait une, ai-je dit doucement, debout sur le seuil. Il y a 6 ans, quand je suis venu à vous complètement briser et que vous m'avez dit de passer à autre chose. Vous avez fait votre choix à ce moment-là. Je fais le mien maintenant. Je leur ai tourné le dos et j'ai saisi la poignée de porte en laiton. Tu le regretteras, a hurlé Martha, sa voix devenant féroce et vicieuse alors que la prise de conscience que je partais réellement s'installait. Tu es un monstre. Un jour, tu brûleras en enfer pour ce que tu as fait ici aujourd'hui. J'ai marqué une pause sur le pas de la porte ouverte, la brise chaude de l'été me caressant le visage. J'ai jeté un dernier regard par-dessus mon épaule sur l'épave absolue des gens qui avaient autrefois été mon monde entier. Non, ai-je dit calmement. Je ne le regretterai pas. Je suis descendu des marches en bois pourri, j'ai traversé la pelouse envahie par les mauvaises herbes, j'ai chargé mon sac dans le coffre de mon Range Rover et je suis monté à la place du conducteur. J'ai démarré le moteur, le puissant ronronnement du moteur noyant le son des lamentations de Martha à l'intérieur de la maison. En reculant hors de l'allée, j'ai regardé dans mon rétroviseur. J'ai vu Arthur debout, seul, sur le porche affaissé, ses épaules tremblant, me regardant partir. C'était exactement de la même manière qu'il m'avait regardé partir il y a 6 ans. Sauf que cette fois, je ne reviendrai jamais. Mise à jour. 5 mois plus tard.
Julien est mort un mardi matin pluvieux dans un hospice financé par l'État. Défaillance totale des organes. Ils n'ont jamais trouvé de donneur compatible à temps. Martha a laissé un message vocal frénétique, hystérique et hurlant sur ma ligne de bureau le jour de son décès. Je ne l'ai même pas écouté avant 3 jours après son enterrement. La maison a été vendue aux enchères publiques exactement 60 jours après ma visite. Mon entreprise l'a rachetée par l'intermédiaire d'une filiale pour quelques centimes par euro, a complètement vidé l'intérieur pourri, l'a rénovée et l'a revendue à une jeune famille à double revenu pour un profit très confortable et modeste. Arthur et Martha ont été forcés d'emménager dans un appartement de location exigu et à bas loyer, du mauvais côté de la ville. Le terrain familial au nord a été vendu à un grand promoteur commercial. Ces 30 acres d'histoire agricole vierge sont maintenant un vaste lotissement de maisons de ville identiques. Il a rapporté un rendement fantastique sur investissement pour mes actionnaires. Chloé élève toujours le garçon entièrement seul. Le nom de Julien figure officiellement sur l'acte de naissance, mais il n'y a absolument aucun patrimoine, aucune police d'assurance vie, aucun fonds en fiducie, et aucun héritage financier laissé derrière eux. Juste une montagne d'arriérés de pensions alimentaires qui ne seront jamais recouvrées. Mon entreprise est absolument florissante. Nous venons d'ouvrir notre 4e bureau régional dans le Montana. Nos revenus annuels sont officiellement en passe d'atteindre la barre des 9 chiffres d'ici la fin du 4e trimestre. Je me marie au printemps prochain. Elena et moi construisons une maison sur mesure dans les montagnes, à l'extérieur de Denver. Elle connaît les grandes lignes de mon passé. Elle sait ce que ma famille a fait, et elle sait exactement ce que j'ai fait en retour. Elle ne me juge pas. Elle ne m'offre pas de pitié injustifiée. Elle accepte simplement que je suis un homme qui a été forcé de s'éloigner d'un bâtiment en flammes et qui, au lieu de pleurer dans les cendres, a bâti un château. Des gens sur Reddit m'ont demandé si je ressentais de la culpabilité. Si je me réveille au milieu de la nuit en sueur froide, hanté par le souvenir de mon frère suppliant pour sa vie sur ce canapé. Je n'en ressens aucune. Pas même une seconde. La culpabilité exige que l'on croie inconsciemment que l'on a fait quelque chose de moralement mal. Je n'ai rien fait de mal. J'ai simplement appliqué les conséquences légales, financières et émotionnelles à des personnes qui avaient passé leur vie entière à les éviter désespérément. J'ai finalement choisi de me protéger quand chaque personne dans ma vie a choisi de protéger Julien. Je me suis éloigné de personnes qui ont fondamentalement prouvé qu'elles n'accordaient aucune valeur à mon existence, à moins que je ne serve leurs besoins. Ce n'est pas de la vengeance. C'est la justice. Et j'ai récupéré ma vie.